Bonjour, bienvenue à PiloPro 2016 pour la conclusion de l'atelier Gérer ses sources d'information. Avant de commencer, je voulais remercier Leslie et l'ensemble de l'équipe pédagogique pour me permettre de présenter et de conclure cet atelier. Je suis Cédric Berger, entrepreneur, chercheur, conférencier, professeur. J'ai écrit plusieurs ouvrages et traduit certains aussi de l'anglais, dont un qui sera l'objet de cette présentation, qui s'appelle La rédaction graphique des procédures aux éditions AFNOR. Depuis 10 ans, j'introduis la business analysis, une discipline qui permet d'améliorer la communication entre les métiers d'un côté et les technologies de l'autre. Cette discipline va permettre de garantir à la fois la réussite des projets, mais aussi leur création de valeur. Vous trouverez des informations sur cette discipline dans un référentiel qui s'appelle le BA-BOK, Business Analysis Body of Knowledge, que vous voyez ici. Actuellement, je suis dirigeant de la société Marque Internationale, une société spécialisée en business analyse, et j'enseigne cette discipline à la Haute École de Gestion à Genève. Alors, pendant cet atelier, gérer les sources d'information, vous avez pu constater divers moyens d'aborder la récolte de l'information. Et moi, je vais conclure cet atelier au travers de 3 points. Le premier, vous parlez du terme élicitation, un terme qui est spécifique au domaine de la business analyse. Dans un deuxième temps, nous verrons le questionnement systémique, un moyen à travers une réponse à des concepts systémiques de s'assurer qu'on a bien récolté toutes les informations. Et je finirai en conclusion à vous expliquer la différence entre le as-is et le to-be. Et faut-il, ça sera notre question de conclusion, forcément d'abord modéliser le as-is ou seulement modéliser le to-be? Alors tout d'abord, parlons du terme élicitation. L'élicitation, comme je vous le disais, provient de cette discipline, la business analyse, et c'est un terme qui va plus loin que la simple récolte de l'information. En fait, c'est à travers ce terme un moyen de comprendre en profondeur les informations dont on a besoin, et en l'occurrence, dans le domaine de la business analyse, c'est cette recherche du réel besoin ou de la réelle information qui est réalisée par la partie prenante que vous interrogez. J'apprécie tout particulièrement ce terme élicitation qui n'est pas forcément connu par tout le monde. Ça permet ainsi aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact de s'interroger sur ce terme et justement de mettre l'accent sur le fait que récolter de l'information, c'est pas simplement poser des questions, mais c'est poser les bonnes questions. Un outil très utile dans ce domaine, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, les 5 W ou les 5 pourquoi. Poser 5 fois la question pourquoi permet de comprendre les causes fondamentales de l'information, les causes fondamentales du besoin. L'élicitation, c'est également un ensemble de techniques et de méthodes que vous avez pu découvrir dans cet atelier. En l'occurrence, l'observation, qui est une approche importante dans la description des processus, permettant de mieux comprendre le process dans sa globalité, l'ensemble des flux qui vont circuler avec l'ensemble des tâches que la personne vous décrira réaliser. Pour finir, ce premier point, l'élicitation demande des compétences comportementales particulières, des soft skills particulières, et en l'occurrence des concepts de
communication vis-à-vis de la partie prenante, comme la reformulation, l'écoute, la bienveillance, la confiance, travailler à l'écoute de l'autre, à la compréhension de l'autre, l'empathie étant également un point fort dans ses compétences comportementales. J'aimerais vous parler maintenant du deuxième point que je voulais aborder pour conclure cet atelier, qui concerne le questionnement systémique. En fait, ce questionnement, nous l'abordons dans cet ouvrage que nous avons écrit il y a quelques années aux éditions AFNOR, la rédaction graphique des procédures, dans lequel nous donnons un ensemble de règles et de principes à suivre pour décrire de la meilleure manière possible les procédures, les processus et les activités de l'entreprise. Lorsque vous analysez une activité ou un ensemble d'activités d'une partie prenante, première des choses, c'est de savoir quelle action elle réalise. L'action qu'une personne réalise sera et généralement mise sous forme d'un rectangle. Et la première chose à faire, c'est de nommer le quoi. Donc, quoi? C'est le titre de ce rectangle. Alors, ce titre, comme vous l'avez peut-être appris depuis le temps autour de ces ateliers que propose PiloPro, ces titres doivent être succincts à l'infinitif et n'être constitués que de 4 à 5 mots au maximum dans ce rectangle. Donc, une fois qu'on a déterminé le titre, le quoi, il faut savoir qui réalise cette action. Le qui. En deuxième question, le qui. Et le qui, ça sera positionné, tout dépend des conventions, mais dans la fameuse swimline, comme vous l'avez appris dans le BPN, le swimline représentant le qui. On parle de rôle, d'acteur, jouant cette activité. Deuxième question, le qui. Et puis, après, de manière quelque chose de très important et qui est souvent oublié dans le questionnement des processus et des procédures, nous avons le qu'est-ce qu'il entre à l'intérieur de cette activité. Quelle est l'information en entrée? L'info en entrée. On appelle ça aussi l'input. Ces informations peuvent être constituées de plusieurs informations. Et il faut absolument les indiquer sur cette flèche en amont de l'action. Troisième question. Quel est l'input de l'activité? Après, d'où provient cette information? Il faut qu'on sache d'où elle provient pour connaître l'ensemble de cette chaîne de valeur que constitue un processus. Donc, en amont, de qui provient cette information? Est-ce que ça provient de la même swimline ou est-ce que ça provient d'une autre swimline? De qui? Quel input? De qui provient l'information? Et de quelle autre activité elle provient? De qui? De quoi? De quoi provient cette information? Cinquième question. De quoi provient cette information? Alors, ça peut venir d'une autre activité, ça peut être d'un élément déclencheur, une fréquence, un client, une personne externe peut envoyer ces informations à l'activité qui sera au centre et qui sera récupérée par une personne. Donc, de qui, de quoi? Une fois qu'on a ces informations, comment va être transformée à travers cette activité, cette information?
Et là, nous allons parler du comment. Comment est réalisée l'activité. Et ce comment, on va pouvoir l'identifier de plusieurs manières. La première manière, la plus simple, c'est de mettre un commentaire. Alors j'ai l'habitude de mettre un petit carré rouge ici, mais vous pouvez, en fait, ça peut être un point, c'est un lien sur un commentaire qui, quand on cliquera dessus, peut ouvrir une zone texte dans laquelle vous avez des informations qui permettent de mieux comprendre comment on réalise cette activité. Première possibilité. Deuxième possibilité pour expliquer le comment, c'est de faire un lien vers un document. En qualité, on peut appeler ça des instructions de travail qui va expliquer encore plus précisément sous forme d'un document Word, d'un document Excel ou PDF, de tout type, avec un lien dessus qui expliquera comment on réalise ces activités. Dans ce comment, vous retrouverez justement aussi les règles métiers qui sont indispensables pour comprendre ou pour préciser toutes les conditions nécessaires pour la réalisation de l'activité. Une autre possibilité également, c'est de pouvoir zoomer. Vous aviez appris ça aussi en BPMN, on peut zoomer sur un autre schéma dans lequel vous aurez des activités qui permettront d'expliquer comment cette activité est réalisée à travers un autre enchaînement d'activités. Donc, la sixième question étant le comment. Et puis après, de la même manière, une fois qu'on a réalisé cette activité, il faut qu'il y ait, comme je vous le disais en systémique, une sortie, une transformation de l'input. Donc, qu'est-ce qui en sort? Quel est l'output? L'élément sortant, l'élément qui va se trouver ici et que l'info en sortie qui doit être impérativement identifié sur la flèche qui sort de l'activité. Je rencontre beaucoup trop de schémas dans lesquels aucune information est positionnée sur les flèches. Et pourtant, c'est essentiel dans la description des processus. L'info en entrée, l'info en sortie, quel est cet output? Et puis, bien évidemment, où il va? Vers où? Vers qui? Et puis, vers quoi? Vers quoi? C'est-à-dire, vers quelle autre activité, vers quelle autre tâche cette information va être à destination. Donc, vers qui? C'est une autre swimline, ou alors la même swimline. Vers quoi? Une autre activité réalisée, ou alors vers un acteur externe, vers une sortie du processus. Et pour finir, vous pourriez indiquer également, c'est optionnel, mais on l'indique souvent ici dans la zone du carré, c'est sous quelle contrainte? La contrainte qui peut être une contrainte de coût, de qualité, de temps. Ces contraintes, ou des contraintes de risque. Donc la dernière question, quelle ou sous quelle contrainte l'activité se réalise? Alors la conclusion des conclusions de l'atelier, je voulais vous parler de l'ASIS et du to be. En effet, on est souvent confronté, lorsque l'on décrit des processus, sur le fait qu'il faut soit décrire ce que l'on fait aujourd'hui ou ce que l'on aimerait faire demain.
le Aziz et le To Be. La grande difficulté lorsque vous avez à interroger une personne pour récolter ces informations, c'est de savoir si il explique ce qu'il fait ou ce qu'il désirerait faire. Aujourd'hui, il est convenu, pour pouvoir mesurer l'écart entre ce qui est fait et ce qui devrait être fait, et pour voir la distance ou l'écart entre les deux états et mesurer l'impact du changement, qu'il faut décrire en effet d'abord ce qui est fait, la réalité, pour imaginer par la suite le futur. Aziz ou le To Be. Malheureusement, depuis que je réalise ces entretiens, depuis que je rédige des processus, des procédures pour les entreprises, ce processus est très difficile. Et je me rends compte au final que la majorité des personnes préfèrent expliquer la meilleure manière dont on le réalise plutôt que de décrire ce qu'il fait de mal, ce qui est naturel. Alors, je prends comme principe finalement, et d'ailleurs c'est l'objet de cette description de processus, d'améliorer l'activité, de prendre en considération que finalement ce que la personne pense de mieux, le to be. En fait, elle le pense indirectement, elle va automatiquement, et c'est ça qui va être intéressant, alors soit quand vous êtes avec une personne en front-to-front lors d'un entretien, mais aussi lorsque vous faites des réunions de groupe, ensemble, ils vont corriger les activités ou les erreurs ou les incompréhensions, les dysfonctionnements qui pouvaient exister dans leur process. Ensemble, naturellement, ils vont améliorer ce processus et c'est bien l'objectif de cette description de processus, améliorer et non pas pointer ce que fait de mal la personne. Donc, selon moi, je n'irai pas forcément à modéliser l'Aziz à tout prix, mais je chercherai à déjà récolter cette information en règle générale, même si c'est quelque chose qu'il souhaiterait réaliser. Voilà, donc je voulais conclure par ce petit retour d'expérience. Alors, je vous remercie encore pour m'avoir suivi pendant ce MOOC. Merci, à très bientôt, et puis je vous encourage à lire notre ouvrage « La rédaction graphique des procédures ». Vous le retrouverez aux éditions AFNOR, à l'intérieur desquelles vous retrouverez un ensemble de règles comme ça qui permettent de bien ou de mieux décrire vos processus. Merci à tous, bonne soirée.